Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Tous mes vœux, je suis un peu en retard, mais tous mes vœux quand même. Il n'est jamais trop tard. Je vous offre les miens également, avec beaucoup de sincérité. Merci d'être là en tout cas avec nous. On a ce chiffre qui vient de sortir, chiffre d'inflation en zone euro, 8,5% pour le mois de janvier, c'est tout chaud. Ça va dans le bon sens. On est encore très loin, évidemment, de l'objectif des 2%. Bien sûr. Mais on vient de 9,1 ou 9,2. On vient de 9,2. 9,2. Et le pic était à 10,6. Ouais. Donc c'est en effet une diminution qui reflète l'évolution des prix de l'énergie, du pétrole et des produits alimentaires. Ça va dans le bon sens. Donc ça va évidemment dans le bon sens. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir l'inflation sous-jacente et de voir comment évolue l'inflation sous-jacente. Et alors ? Je dois dire qu'elle n'est pas encore publiée. Voilà, au moment où on se parle. En tout cas, pas à ma connaissance au moment où on parle. Sur décembre, on était à 5,2%. On était à 5,2%. Les Américains étaient à 5,7%. On avait donc des deux côtés de l'Atlantique en décembre à peu près le même ordre de grandeur. Sauf que chez eux, ça baisse, alors que chez nous, c'est stable ou ça monte encore un petit peu. Oui, c'était stable, mais on pouvait le comprendre, si vous voulez, que chez nous, on soit poussé par les prix du gaz et du pétrole, essentiellement, de l'énergie et des matières agricoles. Mais au total, si vous voulez, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est la différence sur l'inflation générale, tout compris, 6,5% aux États-Unis et encore 8,5% chez nous. Donc 2% encore. Et donc ça veut dire que même si l'économie européenne est aidée, évidemment, par la diminution du prélèvement lié à l'énergie et à l'alimentation, donc n'est pas tellement étonnant avec ces évolutions que l'on voit que finalement l'économie européenne se porte un peu mieux que ce qui était prévu. C'est vraiment mécanique, ça. En même temps, nous sommes quand même beaucoup plus touchés encore que les Américains. 8,5 contre 6,5. Ça baisse trop timidement, l'inflation globale en zone euro, 8,5, où on se dit, bon, de 9,2 à 8,5. Non, les 8,5 ne sont pas vraiment très intéressants. C'est l'inflation sous-jacente qui est très intéressante. Les 8,5 reflètent simplement le fait qu'en effet, on a observé une diminution importante des prix de l'énergie partout. Et évidemment, particulièrement en Europe. Qu'on soit à 8,5, qu'on soit à 5 pour l'inflation sous-jacente, c'est très loin de 2, ce qui veut dire que la BCE doit rester en mode hawkish. Je crois que l'inflation sous-jacente est très importante parce que c'est ce qui capture l'ensemble des augmentations de prix, y compris d'ailleurs les prix des salaires, si je puis dire, qui sont un prix majeur. Les coûts unitaires de production sont un des prix majeurs. Et donc au total, si vous voulez, je dirais que nous avons à continuer des deux côtés de l'Atlantique, à vrai dire, compte tenu de ce qu'observent les banques centrales, à continuer d'être sérieux, crédible, conforme à ce qui a été préannoncé. Accessoirement, les deux banques centrales ont annoncé avec beaucoup de clarté ce qu'elles s'apprêtaient à faire. J'ai bien connu cette période où on préannonçait pour ne pas surprendre le marché, pour préparer le marché aux décisions à venir. Là, clairement, tout le monde serait extraordinairement surpris si la Banque centrale européenne ne faisait pas ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Oui, à savoir une hausse a priori de 50 points de base. Quelque chose comme ça. Voilà. Et aux États-Unis, 0,25. Exactement, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, je dis quelque chose comme ça, on va voir tout de suite. Non, mais c'est quasiment plié a priori. Enfin, je veux dire, oui, parce tout a été préparé. Ils ont préparé le marché. Voilà. Mais au total, il faut quand même toujours réserver la possibilité d'événements complètement peu probable quand même. Non anticipés du tout. Très peu probable, heureusement, parce que ça voudrait dire que c'est vraiment des événements catastrophiques. Ouais. Donc on a une inflation qui, en tout cas pour manière globale, commence à atterrir, même si on est encore à 8,5. On attend l'inflation sous-jacente. Si elle sort et que les équipes en régie peuvent nous la donner, on est preneur. Et puis on a une économie européenne qui fait la résistance. Tant nous avait dit il y aura de la récession, il y aura de la récession. On a 3,5% de croissance. Bon, d'accord, c'est 2022, c'est l'an dernier. On a même un petit 0,1% de croissance au quatrième trimestre. L'économie européenne qui a déjoué tous les pronostics jusqu'à présent. Oui. Et c'est tant mieux. Bien sûr, c'est tant mieux. Elle a marqué une résilience, en effet, particulièrement notable. L'économie mondiale aussi a montré une résilience notable. Et comme vous le savez, les dernières prévisions du Fonds monétaire international ont plus 0,2% pour la croissance mondiale cette année. À 2,9%. Donc on est dans une situation, si vous voulez, où tout le monde a plutôt une bonne surprise. Alors il y a des raisons multiples. Le fait que nous soyons nous-mêmes extrêmement dépendants de l'économie mondiale, puisque nous sommes le plus grand
la plus grande entité commerciale du monde, de très très loin, on peut y revenir d'ailleurs, tout ça évidemment nous aide aussi. Mais ce qui nous aide principalement, à mon avis, dans la période présente, c'est évidemment le fait que le prélèvement que les prix de l'énergie exerçaient sur nous diminue de manière visible. Et donc ça c'est bon pour l'Europe, évidemment. L'Europe est la plus vulnérable au prix de l'énergie et à la guerre d'Ukraine. Si les choses s'apaisent un peu sur le front, non pas de la guerre d'ailleurs, hélas, mais certainement sur les prix de l'énergie, alors nous en bénéficions. Donc la récession jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, Jean-Claude Trichet, a été évitée, mais ça ne préjuge pas de la suite. C'est-à-dire que certains disent que peut-être que la récession n'est que décalée, ou alors est-ce que l'activité peut encore résister, notamment si les prix du gaz restent à des niveaux plus acceptables. La marque principale du temps présent, c'est en effet l'incertitude. L'incertitude sur les prix que vous venez d'évoquer. Bien malin qui pourrait dire quel va être le vrai prix du pétrole et du gaz à 6 mois. Donc on doit réserver, si vous voulez, complètement les scénarios possibles. Il y a des scénarios très optimistes et il y a des scénarios pessimistes. Il faut être résilient, il faut être aussi solide que possible dans un univers qui est particulièrement incertain. Je dois dire que les éléments géostratégiques sont les plus incertains que nous puissions trouver. Et je redoute terriblement les évolutions dans le mauvais sens de ce qui se passe en Ukraine. Toutes les nouvelles que nous avons et la peur que les pays baltes ont d'une éventuelle extension de la guerre est quelque chose de, me semble-t-il, très, très, très sérieux et très alarmant. Mais pour en venir à l'Europe, effectivement, nous avons plutôt une bonne surprise. J'ai d'ailleurs été très surpris moi-même de constater, quand vous regardez les indicateurs des directeurs d'achat, vous savez, ce qu'on appelle dans le jargon PMI. Eh bien, on a sur 3 mois, novembre, décembre et janvier, une Europe qui est beaucoup plus dynamique que les États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas intuitif. Quand vous parlez à quelque interlocuteur que ce soit, économiste, même averti, il vous dirait oui, l'Europe va nettement moins bien que les États-Unis, c'est pas étonnant d'ailleurs. Nous, on a la guerre en Europe, on a de bonnes raisons d'aller moins bien. Mais les États-Unis vont très bien en ce moment parce que la consommation est très forte. Mais la production, à l'évidence, les moins, et je vous donne les chiffres parce que les derniers chiffres de janvier sont déjà disponibles, 46,6, c'est-à-dire moins de 50 aux États-Unis, c'est-à-dire contraction de l'activité, et 50,2 en Europe. C'est pas brillantissime, mais c'est au-dessus de 50. Donc ça fait une belle différence. Et la différence était aussi à notre avantage en décembre et en novembre. Donc je mentionne ça en passant parce que c'est un élément nouveau qui n'est pas souligné, mais qui je crois est intéressant. Donc la BCE n'a pas fini le job parce que la croissance est plus résiliente que prévu, et c'est tant mieux, parce que l'inflation globale en tout cas reflue, mais encore très loin des objectifs de la BCE de 2%. Donc autant la réunion de demain est à peu près pliée avec 50 points de base, autant les questions qu'on se pose évidemment c'est de se projeter, et les marchés anticipent 50 points de base de hausse sur les mois de mars et sur les mois d'avril, ce qui nous emmènerait des taux directeurs à 3,5%. Écoutez, on va voir les marchés. Est-ce que les marchés voient juste ? Quand vous dites les marchés, je pense qu'il y a quand même plusieurs sensibilités sur les marchés. Certains voient en effet, ils prennent à la lettre ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne, à savoir on va continuer à avoir des augmentations de taux importantes, ce qui voulait dire implicitement 0,5 pendant plusieurs séances. Bon. On va voir ce qui va être fait. Ce qui est vrai, c'est, si vous voulez, qu'au moment où on parle, les taux d'intérêt sur les dépôts sont à 2%. Si on a 0,5 demain, comme c'est anticipé par les marchés, parce que la Banque Centrale Européenne a laissé entendre que c'était son intention, on sera à 2,5. On montera, alors à 2,5, on sera à quelque chose comme, disons, un écart avec les États-Unis qui va être eux seront probablement à 4,5. Et donc on a, parce que si on les crédite, de 0,25 de plus. Donc ils sont à 4,25 plus 0,25, 4,5. Donc il y aura 2 points entiers d'écart. Est-ce que la Banque Centrale Américaine va continuer d'augmenter ses taux? C'est ce qu'elle a laissé entendre. Et c'est ce que le marché pense, même si le marché pense qu'ensuite elle les baissera. Et là,
le marché, entre guillemets, en tout cas cette sensibilité du marché, se trompe peut-être. Et aux États-Unis, parce que ce n'est pas du tout ce que dit Jay Powell, et en Europe, parce que ce n'est pas du tout ce que dit Christine Lagarde, même s'il il prévoit une sorte de parallélisme, si vous voulez, dans le pic des taux d'intérêt atteints au milieu de l'année, de cette année, et puis ensuite une baisse. Il y en a un des deux qui se trompe. Mais, par définition, si vous voulez un marché, il y a ceux qui sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre. C'est pas très anormal. Et puis, en outre, évidemment, il y a tout ce qui est imprévisible, toutes les incertitudes qu'on a déjà évoquées et qui sont très nombreuses. Pourquoi les marchés financiers ne veulent pas voir que la Banque Centrale Européenne ou la Fed va aller plus loin en matière de hausse de taux que ce qu'ils attendent? Je pense que les uns et les autres sont quand même terriblement influencés par leurs propres intérêts, entre guillemets. Il est certain que d'une manière générale, les opérateurs, les participants du marché préfèrent que la Banque centrale stoppe la hausse des taux et baisse les taux plutôt que l'inverse. Ils raisonnent à court terme, comme vous le savez bien, vous le savez mieux que personne, et donc on ne leur demande pas de penser stratégiquement à long terme, en tout cas pour la plupart d'entre eux. C'est ça l'explication, c'est ça la différence. À mon avis, c'est la temporalité. C'est la temporalité, c'est qu'ils raisonnent court terme et qu'ils n'ont pas de raison, comme l'ont les banques centrales, de se dire « je suis jugé sur ma capacité de faire à moyen long terme ce que j'ai dit que je ferais », ce qui est la grande responsabilité d'une autorité comme une banque centrale. Donc la BCE n'a pas fini le job. Si on prend la BCE à la lettre, elle n'a pas fini le job, elle va continuer de hausser les taux d'intérêt. À un moment, elle s'arrêtera. Ouais. Je fais totalement confiance personnellement au Conseil des gouverneurs pour juger que le moment est venu, parce que l'inflation sous-jacente est réellement en train d'être reprise en main. C'est à ce moment-là qu'elle pourra dire « c'est bon, j'ai fait le job » ou est-ce qu'il faut qu'elle attende que l'inflation sous-jacente soit revenue à 2% pour dire « le job est fait » Non, c'est toujours les anticipations qui comptent, bien entendu. Mais ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'il faut prendre au pied de la lettre les deux banques centrales. Je raisonne toujours banques centrales des pays avancés qui sont dans des situations très voisines, comme on le voit avec l'inflation sous-jacente. Donc il faut les prendre à la lettre. Et il faut les prendre à la lettre, c'est-à-dire on va s'arrêter de hausser les taux à un certain moment cette année et ensuite on ne les baissera pas jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi elles ne sont pas plus précises que ça ? Voilà ce qu'ils disent. Pourquoi elles ne sont pas plus précises ? Parce qu'elles-mêmes manquent de visibilité aussi. Non, c'est déjà une formidable précision, je trouve, que de vous dire on va faire 0,25 ou on va faire 0,50 et puis on va continuer. Oui, c'est l'après. Enfin, c'est un peu flou sur l'après. Exactement. Et vous avez une bonne question. La vraie nouvelle de la Fed d'un côté aujourd'hui et de la BCE de l'autre, c'est ce qui va être dit sur l'après. Exactement. Et donc, quelles nouvelles anticipations sont proposées en quelque sorte aux participants du marché et à l'ensemble des agents économiques pour l'après. Ouais. Donc des marchés qui sont, on va dire comme ça, trop optimistes sur le fameux taux terminal des banques centrales parce que ça sert leurs intérêts, si je résume. En tout cas, ils sont nettement trop optimistes sur le retournement, sur le point d'inflexion encore une fois, j'aime pas non plus l'expression les marchés parce que c'est on crée une sorte d'entité qui n'existe pas vraiment, mais enfin une forte sensibilité des opérateurs des marchés effectivement croient que ça va diminuer dans le courant de l'année. Ça c'est pour la Fed. Ça c'est pour la Fed. Non, pour les deux, je crois. Les deux, surtout pour la Fed. Il ne prévoit pas nécessairement un découplage sur ce plan-là. C'est une hérésie de penser que les taux vont baisser, BCE, au directeur de la BCE ou de la Fed, cette année, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un retournement conjoncturel excessivement violent. Je crois que ce n'est pas raisonnable pour des opérateurs et des agents économiques de faire cette hypothèse. Je crois que ce n'est pas raisonnable. On est encore à des taux d'intérêt qui sont... en termes réels, les taux d'intérêt courts, particulièrement en Europe naturellement, sont extrêmement négatifs encore. Et donc on est encore dans une situation où, en effet, la Banque Centrale Européenne est parfaitement légitime en disant je maintiendrai les taux à un niveau élevé sans les baisser, à un niveau que je ne dis pas à l'avance, et je crois qu'elle a raison. Qui se rapproche de 3,5%. Si c'était proche de 3,5% des taux directeurs d'ici avant l'été, on se dit que c'est le bon niveau je ne me prononce pas. Je ne me prononce pas. On va probablement être à 2,5%.
Oui. Pour les taux des dépôts, n'oublions pas que nous nous concentrons, et à juste titre, sur les taux des dépôts. Ouais. Les autres taux sont plus élevés. Ouais, le taux du Main Refinancing Operation est à 0,5 de plus. Ouais. Donc, et l'économie réelle se finance sur les taux longs. Et l'économie réelle, bien entendu, se finance sur l'ensemble, disons, ça n'arrange pas la de la BCE, courbe de rendement. ni la Fed de voir des taux souverains qui ont baissé depuis le début de l'année. Moyen et long terme. Moyen et long terme. Vous êtes d'accord pour dire que ça n'arrange pas les affaires de la BCE et de la Fed de voir des taux souverains en baisse, même s'ils sont un peu repris depuis quelques jours? On peut dire ça, mais enfin, il ne faut pas regarder ça, si vous voulez, de manière avec une loupe. Quand même, on est 40 à 50 points de base depuis le début de l'année. C'est vrai, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être interprété comme le marché croit, en effet, les banques centrales, quand elles disent que l'inflation va être à nouveau à un niveau de stabilité qui était celui qu'on avait avant. Je ne dis pas d'ailleurs une inflation très faible comme avant, mais autour de 2%. Si les marchés croient cela, ce que j'estime être extrêmement positif, en effet, ils n'ont pas de raison eux-mêmes de considérer que les taux longs doivent être extrêmement élevés, parce que la marge qu'il faut prendre pour le risque d'inflation devrait être, si on croit les banques centrales, je les crois personnellement, relativement modeste, évidemment. Vous avez la conviction qu'on retrouvera dans des délais raisonnables une inflation à 2% en Europe et aux États-Unis, pas avant 2025 au mieux? Voire certains experts disent « Ouh là là, peut-être qu'on ne reverra jamais 2%. » Non, bien entendu. Est-ce que c'est grave si on est à 3% et pas à 2%? Ce serait assez grave, me semble-t-il, que l'on fasse quelque chose qui n'est pas souhaité par les concitoyens des deux côtés de l'Atlantique, qui n'est pas souhaité par les Français, qui n'est pas souhaité par aucun des peuples, si vous voulez, auxquels on a donné des indications sur ce qui était recherché. Dès qu'on a eu cette inflation monumentale, parce qu'on était à plus de 10%, on l'a rappelé, et des deux côtés de l'Atlantique, ça a été une énorme surprise. Les deux grandes banques centrales, et les autres, mais je suis évidemment concentré sur les deux grandes banques centrales, ont dit « notre objectif, c'est de revenir à 2%. » Encore en octobre 2021, Jay Powell disait « on va être à nouveau autour de 2% en 2022 ». Donc on voit à quel point, si vous voulez, les 2% ont été resignalés comme étant fondamentaux. Et ensuite, pour justifier les hausses de taux considérables qui ont été faites, et aux États-Unis et en Europe, très rapides et inégalées en rapidité, on a effectivement dit, mais c'est parce que nous voulons donner à notre population, à nos concitoyens, autour de 2% d'inflation. Donc j'y crois personnellement, je pense que c'est un objectif qui a été réaffirmé à un moment où on pouvait se dire, mais peut-être est-ce le moment de dire non, finalement 3%, comme vous dites, c'est pas plus mal, et pourquoi pas 4% d'ailleurs, accessoirement. Je crois qu'elles ont été ultra responsables, les banques centrales. Elles ont été dans la ligne de ce qu'elles avaient toutes décidé de manière non concertée a priori. Mais vous vous souvenez peut-être que c'est en 2012 que les États-Unis ont dit la bonne stabilité des prix, c'est autour de 2%, et que les Japonais ont dit en 2013, la bonne stabilité des prix, c'est autour de 2%. Nous avions déjà dit ça depuis le début, si je puis dire. Le chiffre de 2% avait été prononcé depuis le début. Pas avant 2025. Dans les anticipations, les projections qu'ont fait le staff de la Banque Centrale Européenne, ils nous donnent 2,3% en 2025. Voilà. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Bien entendu, si on regarde le passé, très souvent, ils étaient plus ou moins à l'écart de ce qui a été observé. Là, je dirais, c'est autour de 2%, et ça veut dire, en effet, à moyen terme, nous sommes revenus autour de 2%. Et je crois... Quitte à conserver des taux directeurs plus élevés que ce qu'attendent, et on finit là-dessus, les marchés, pour aller vers ces 2%. Disons que quelles que soient les décisions qui vont être prises, et encore une fois, des deux côtés de l'Atlantique, mon sentiment est que l'Open Market Committee d'un côté, le Conseil des gouverneurs de l'autre, prendront les décisions en fonction des situations. Nous sommes dans l'incertitude la plus grande pour qu'effectivement cet objectif soit respecté. Et quand je dis incertitude aussi sur le plan des éléments structurels qui sont très différents de ceux qu'on a observés dans le passé et qui poussent l'inflation à la hausse, parce que la transition verte, effectivement, n'est pas neutre. Le fait que... Les tensions sur le marché du travail. La capacité de négociation
sur le marché du travail, Ouais. aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, est un élément nouveau et qui pousse aussi à la poussée inflationniste. Et puis nous avons bien entendu aussi la déglobalisation qui est en route, et est en route pour des raisons très complexes liées aux observations faites pendant la période du Covid, à la volonté, de l'extrême dépendance à la l'égard de volonté Chine. de se libérer de l'extrême dépendance, à l'attitude et des États-Unis et de la Chine aussi d'ailleurs, sur le plan de la dépendance vis-à-vis de certaines productions. Et alors de ce point de vue-là, effectivement, l'Europe est dans une situation qui appelle à la plus grande vigilance parce que, comme je le disais, elle dépend plus du commerce international, elle est beaucoup plus internationalisée que les États-Unis et que la Chine. Et je regardais un chiffre qui n'est pas très connu. Nous sommes le premier partenaire commercial de 80 pays dans le monde. Quand je dis nous, je veux dire les Européens, la zone euro. Les Américains sont le premier partenaire commercial de 20 pays dans le monde. Donc pour rendre compte, si vous voulez, de cette dépendance que nous avons, alors on peut présenter, c'est un grand succès évidemment que d'être le premier partenaire commercial de 80 pays dans le monde. En même temps, bien entendu, ça nous rend dépendants de l'ensemble de la marche de l'économie internationale. Mais bon, je crois qu'on peut avoir confiance, tout compte fait. Nous avons prouvé, dans des circonstances très difficiles, une belle résilience en Europe jusqu'à présent. Alors, il faut continuer d'être très vigilant. Voilà. Bon, merci en tout cas. Merci d'être passé nous voir. Entretien donc avec Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, à la veille de la réunion du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.